Madame Bouzouba Zakia de l'INRA d'Agadir, Monsieur Ben Smaïl Moulay Shrif de l'IAP Hassan de Agadir, Madame Zahri Sabah de l'IAP Agadir et Hamdouche Aïcha de la faculté des sciences Agadir. Donc on aura 15 minutes x 4, ça fait 1 heure, et on aura une demi-heure de discussion. Donc comme ça, on saura attendre, on va 13 heures, on doit quitter la salle. Donc je vais demander aux intervenants d'épargner tout ce qui est introductif concernant les données sur l'arganier, les atouts, etc. parce qu'il n'y a que des spécialistes. Donc la parole à Madame Bouzouba de l'INRA d'Agadir. Merci Monsieur le Cure, un terme assez nouveau, réalisation et perspective. Comme plan de présentation, on va avoir une introduction avec le cadre du travail, les objectifs butés, la stratégie développée et adoptée. Avec cette stratégie, elle contient une identification et les caractérisations multiples du matériel plus apte à être domestiqué, la multiplication du matériel, principalement par multiplication végétative, et la plantation et conduite horticole. Conclusion et perspective, parce que c'est un projet de l'INRA et nous sommes toujours en cours de réalisation. Des pressions sur l'arganier et dégradation de l'arganier, mais ça sera juste de passage. Vous savez qu'il y a des stress biotiques, des stress abiotiques. Pour les stress biotiques, c'est l'utilisation abusive par l'homme et les animaux, mondialisation. Et en tant que stress abiotique, et nous l'avons entendu ce matin, il y a la salinité, la sécheresse, les amplitudes thermiques élevées, et les vents forts, bien entendu, du côté de Sola par exemple, les pluies rares et érosives, et bien entendu les changements climatiques qui sont avec toute leur importance et dont le Maroc est concerné. Il y a également une dégradation alarmante d'1,5 million hectares du début du siècle dernier à 870 000, ce qui est presque une dégradation de moitié, principalement due à ces stress abiotiques et stress biotiques, d'où il y a nécessité de la domestication pour apaiser ces contraintes. Le cadre de ce travail, c'est un programme régional moyen terme 2013-2016 au niveau de l'INRA, qui est de l'INRA d'Agadir, qui est en concertation avec l'INRA Rara, et bien entendu dans la problématique et c'est tiré des besoins nationaux, à savoir du second volet du plan Maroc vert qui pour l'organiculture, il prévoit 5 000 hectares d'ici l'horizon 2020 d'arganier verger. Et puis, il y a les instances internationales, bien entendu. Ce sont les 17 objectifs du développement durable cités par l'ONU en septembre 2015. Il y a eu l'Union européenne, la FAO, la GIZ, tous ces organismes s'intéressent à la conservation et le développement de la biodiversité dont l'arganier est un maillon essentiel ici au Maroc. Comme objectif qu'on cherche, c'est la réussite, un objectif global, c'est la réussite de vergers d'arganier en système intensif et avec un rendement potentiel, bien entendu, et puis des objectifs spécifiques comme l'identification et caractérisation multiple du matériel plus, la réussite de la multiplication végétative de ce matériel, la réussite de la plantation de vergers d'arganier et l'élaboration de fiches techniques de conduite horticole d'un verger d'argan, ceci en un laps de temps allant de 3 à 5 ans. La stratégie développée et adoptée par l'INRA, par l'équipe INRA que vous allez voir tout à l'heure, c'est pour la création de ces vergers, nous avons eu 3 volets. La première, comme j'ai dit, c'est l'identification. Le second volet, c'est la multiplication. Et le troisième volet, c'est l'installation de vergers. Pour l'identification et la caractérisation d'écotypes aptes à être domestiqués et conduits en verger, étape réalisée via les acquis de l'INRA depuis 1994 à ce jour. Un atlas d'arbres aptes à être domestiqués est en cours de rédaction. Il est à 80% d'ici février 2016. Il va être prêt. Et cet atlas, il contient environ 35 écotypes qui sont fruitiers, 5 écotypes pollinisateurs et une dizaine d'écotypes qui peuvent servir comme porte-greffes. Et chaque écotype a à peu près une vingtaine de caractéristiques étudiées allant de l'arbre, de la morphologie de l'arbre,
jusqu'à la production de l'huile, sa quantité et sa qualité. Les caractères étudiés sont la fructification, parce que si on veut développer des vergers d'arganiculture, des vergers d'argan, c'est en premier lieu, c'est le rendement qui est potentiel. Et donc la fructification est importante. Or, dans le terrain, on trouve qu'il y a des clones ou bien des écotypes. Comme vous savez, il n'y a pas encore d'espèces d'arganiers ou variétés, mais on parle d'écotypes. Et à chaque fois qu'on parle d'un écotype, il faut parler de sa provenance parce qu'une interaction génotype-environnement est très très prononcée dans le cas de l'arganier. La fructification, elle peut être précoce, c'est-à-dire qu'on peut trouver des arganiers qui fructifient. En fin février, nous avons des graines et des fruits qui sont mûrs et d'où on peut tirer des huiles. Tardif ou mixte. Il peut être tardif, c'est-à-dire au mois de juin-juillet, les fruits sont mûrs, ou bien mixte. Et il y a un travail d'humain qui va être exposé sur la qualité et la quantité de l'huile de ces arganiers mixtes et qui sont à peu près 10% dans les arganiers que nous avons étudiés et que nous avons visités et collecté du matériel dedans, allant des Souaira jusqu'à Guimim au sud. La quantité de fruits in situ varie de quelques fruits à 100 kg par arbre, et ça, on peut l'observer et on peut le détecter. Il y a des moments très très propices pour aller voir et pour aller collecter le matériel et pour aller, disons, observer le matériel in situ. Ce dernier, c'est-à-dire que 100 kg par arbre, et sa qualité, la qualité de ce fruit, étude de pomologie, la pomologie, le poids, la taille, ainsi de suite, la couleur, ce dernier peut avoir jusqu'à 8 formes différentes, le fruit de l'arganier, et des poids différents, de couleurs, ainsi de suite. L'identification toujours et la caractérisation du matériel plus, il y a la rigueur du plan qui est de jour, il y a les études foliaires, on trouve des arganiers qui sont endogrynes, qui ont des caractéristiques très très différentes des autres arganiers, qui chitent leurs feuilles jusqu'à entre 80 et 100%. Et là, ils ont des comportements physiologiques très très différents. Il y a des pourcentages de germination, de croissance des plants, disons des descendances des écotypes collectés. Il y a la quantité des huiles par écotype, ce qui va pouvoir amener au programme de sélection. On ne travaille pas sur la station, on travaille sur des provinces différentes, sur des provenances différentes, mais également sur des écotypes différents, allant jusqu'à une dizaine d'écotypes par site. La qualité des huiles, acidité, absorbance, profil, acidat et stérols. Les sites et matériel végétal, on travaille sur les feuilles, sur les fruits et sur les graines. Pourquoi les feuilles? Parce que, comme je vous ai dit, il y a un dynamisme de reproduction de ces feuilles, ou bien il y a de l'évaluine, ou bien il y a des chutes qui vont aller jusqu'à 100% des fois, et ça transmet le phénomène de translocation de la feuille vers le fruit. On ne peut pas travailler sur le fruit sans pouvoir travailler sur la feuille avant. La feuille est un précurseur, c'est une usine qui va transmettre tout ce qu'elle a vers le fruit pour qu'il soit en bon ou en mauvais état. Et nous avons également travaillé notre type d'étude et de collecte, c'est un Souairat, Mana, Mkhsas, Guilmim, Infest, qui se trouve au sud de Guilmim. C'est sur un gradient d'aridité croissant pour pouvoir détecter les caractères plus de cette espèce. Comme caractère très très caractéristique, comme je vous ai dit, nous avons fait une vingtaine d'observations, de mesures, d'analyses et tout, mais l'essentiel c'est l'huile, sa quantité et sa qualité. Et on peut trouver par exemple, comme il y a des minima en quantité de grammes d'huile par 10 grammes d'amandon qui sont de 2,56 et des maxima jusqu'à 8,28. Il y a aussi l'acidité de l'huile de 0,24 à 1,05 de 0,24 à 1,07 et des absorbances allant de 0,057 à 0,423. Ces acidités et absorbances sont des paramètres, deux facteurs qui reflètent la qualité de l'huile. Et donc, pour avoir une sélection, on voit bien sûr que ça répond aux normes disons, d'une huile de bonne qualité, mais qu'il y a un travail à faire au niveau de la sélection. Pour pouvoir sélectionner, on travaille sur le rendement, mais également sur la qualité des huiles. Et là, c'est l'effet de provenance également. On trouve qu'il y a par exemple à Imfes, qui se trouve au sud de Guilmim, nous avons des quantités jusqu'à 5 grammes, 13, et à Esfera des 4,86, mais les différences ne sont pas significatives. Pourquoi? Parce que c'est le terrain, ce sont les conditions du terrain
il y a des stress, tous les stress sont combinés. Et déjà, s'il y a une valeur qui se distingue de l'autre, c'est déjà pas mal. Ceci, c'est en ce qui concerne, disons, l'identification d'un matériel plus, et comme je vous ai dit, et qu'en conclusion à ce volet-là, c'est la classe qui va sortir et qui va parler de tout ça pour qu'on puisse avoir un pool basé sur la physiologie, l'écophysiologie, la physiologie et, disons, la phytochimie et la chimie de l'arbre. Ce sont des critères de sélection que nous avons développés et qui peuvent être utilisés par la suite. La caractérisation moléculaire et biotechnologique est indispensable pour pouvoir durabiliser les empreintes. Alors, en deuxième volet, nous avons la multiplication du matériel identifié. C'est pour répondre à une multiplication en grand nombre de ce matériel parce que nous avons dans notre programme au moins 7 plateformes d'arganiculture dans différentes régions de l'Arganeraie pour répondre aux besoins des plantations. Étape en cours avec les membres de l'équipe que nous allons voir après. Les processus de bouturage et de greffage sont à ce jour encourageants. On obtient jusqu'à 30% de réussite. Mais comme nous allons le voir, il y a un petit blocus quelque part qui nous empêche d'avoir des multiplications à grande échelle. Alors ici, c'est la multiplication par bouturage. Et on voit que les boutures semi-ligneuses, nous avons fait des tests sur des types des boutures ligneuses, semi-ligneuses et herbacées. Et les semi-ligneuses sont les plus adéquates, c'est-à-dire qui nous donnent le plus de résultats, suivis des herbacées. Après, il y a les ligneuses qui nous donnent un peu de résultats, jusqu'à 5 à 6%. Après le bouturage, nous avons également eu besoin de la multiplication par semis. Ce n'est pas n'importe quel semis, c'est du semis sélectionné. Et pourquoi faire? C'est pour avoir le pourcentage de germination, la vitesse de germination et les études du système racinaire surtout, parce qu'on constate qu'il y a une homogénéité des systèmes racinaires des jeunes plants par arbre. Pas par station, mais par arbre. On peut avoir une grande variabilité au niveau de la station. Et comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure, on peut trouver les différents types d'arganiers. Madame Bani Hanoun a parlé de 5 familles, elle les a déterminées par critères. L'arganier, elle a conclu également que l'arganier est une espèce plastique, c'est-à-dire qu'on peut trouver les différents écotypes dans toute l'arganeraie, sauf que quand on les trouve, ils sont à des pourcentages différents. C'est-à-dire si on trouve du type 1, disons une catégorie 1 à SORA disons à 80%, à Gmine, il ne reste qu'à 15%, à 10% ou autre. Mais on arrive à trouver quand même les 5 familles, les 5 catégories d'arganiers dans le gradient allant des SORA jusqu'à Gmine. Donc, si on fait la multiplication par semis, c'est pour avoir des porte-greffes. Pourcentage de germination, bien entendu, parce que la vitesse de croissance est très très importante quand on veut s'engager dans l'organiculture. La vitesse de croissance des plants, on arrive à avoir des croissances racinaires. Nous avons fait des rhizotrons jusqu'à 1 cm par jour pour quelques écotypes. Et puis, bien entendu, les coupes histologiques au microscope optique, au microscope photonique, également le microscope électronique, pour pouvoir situer la différenciation organique et tissulaire au niveau des différents organes de l'organisme. Vous avez encore 2 minutes. Là, c'est 2 minutes. Là, c'est le greffage de l'organisme. C'est plusieurs ateliers qui ont été faits avec des collègues et qu'on est en train de continuer. Très bien. Pour les plantations du verger et conduite horticole, conduite en verger et technique culturelle de la plantation à la récolte et même en post-récolte, conservation et extraction d'huile dans des conditions diverses en vue de sa valorisation. Les étapes réalisées aujourd'hui au domaine en compte une pépinière pour les porte-greffes et 3 vergers d'arganier de 1 hectare. Le premier installé en 2009, le second en 2011 et l'autre en 2012. Bon, voici notre verger. On voit que c'est un verger aux caractéristiques suivantes, la superficie, la densité, l'irrigation localisée de 5000 m3 par an, la fructification qui a limité la troisième année en verger. L'huile est de très bonne qualité et répond aux normes marocaines de SMIMA.
Alors pour l'adoption de pratiques culturelles, je passe. L'organiculture, adoption de pratiques culturelles, je passe également. Quand on passe à l'organiculture, il y a développement de maladies et donc dans l'équipe, il faut absolument avoir un phytopathologiste et c'est ce que nous avons dans notre équipe avec notre collègue. La taille est très très importante dans le verger d'Arganier. On distingue deux tailles, une de formation et une de fructification. Nous avons des collègues pour ça. Et la fructification de l'arganier aussi, elle est très très importante, comme je vous ai dit. Là, on distingue des précoces, des tardifs et des mixtes, mais là, on distingue des bouquets, par exemple, de mai, comme ce qui se passe chez l'amandine. Détermination d'une typologie pour l'organiculture en conclusion, critères de sélection pour greffon, porte-greffe, pollinisateur et fruitier. Dans la feuille de route de domestication de l'arganier et donc de création de vergers modèles, ce qui bloque en ce moment, c'est la multiplication végétative. On n'arrive pas à avoir des plants homogènes à grande échelle et par masse, mais ça va venir parce que l'équipe elle est toujours elle travaille toujours là-dessus. En perspective, la production en masse des plants d'ici le mois 2016, la plantation du verger dans cette région de l'Arganier à raison d'un hectare par verger, élaboration de fiches techniques de l'arganier en verger et une constitution d'un réseau organiculture entre les différentes régions, et ceci c'est ici fin 2016. L'équipe du projet, c'est des chercheurs associés, M. Mrad Rachid, qui est pédologue. On ne peut pas travailler sur l'arganier sans travailler sur le sol, qui est le socle et qui est très très intéressant. Monsieur Mamouni Ali pour le greffage et la taille, je le salue si j'ai là. Monsieur Al-Ghazi, sciences du sol également. Monsieur Bourgoud qui est un pathologiste. Nous avons également un chercheur associé qui est monsieur Ralfi, qui est spécialisé. Il va nous présenter une intervention intitulée Vers une agriculture intensive, et particulièrement l'effet de l'irrigation localisée sur la fructification et la croissance de la prairie. Mon intervention s'intitule Vers une organiculture intensive, effet d'irrigation localisée sur la fructification et la croissance végétative des organies cultivés en verger intensif. C'est une partie d'un programme de recherche entamé à l'Institut agronome SN2 complexe d'Études, avec donc une équipe sur place. Et cette recherche est entamée, bien sûr, dans un cadre aujourd'hui qui commence à avoir de l'importance, c'est l'organiculture. Comme vous le savez, l'arganier dans l'état naturel, où nous avons quelques 830 000 hectares, avec 128 000 tonnes par an, ce qui donne 150 kg par hectare. Donc c'est une production très infime, très faible, eu égard la demande importante, sans cesse croissante, du produit, du fruit, pour son utilisation, pour l'extraction de l'huile. Donc là, c'est une problématique posée pour laquelle il faudrait chercher une solution pour pouvoir améliorer la production en fruits de l'arganier. Cette faible production, bien sûr, elle est obtenue suite à, si vous voulez, une faible densité de plantation, il y a beaucoup d'espace entre plants, et aussi à la production individuelle des arbres qui est faible. Pourquoi? Parce que l'arganier, l'arbre, est à l'état naturel et il est sous la merci du climat, sans aucun entretien. Donc là, c'est une problématique. Alors il faudrait chercher une solution, et la solution est de passer à un système de culture intensif, avec des distances de plantation connues, avec bien sûr un matériel végétal performant et homogène et stable. Et ceci fera l'objet d'une intervention cet après-midi, comme d'ailleurs d'autres interventions. Une densité intéressante, forte densité, et aussi un entretien de l'arbre, ce qui permettrait d'améliorer la production. Et on va voir dans quel sens l'irrigation peut contribuer à l'amélioration de cette production. C'est l'objectif de notre recherche, c'est d'améliorer
les potentialités de production fruitière par la mise en œuvre d'une phytotechnie adaptée, je dis bien adaptée, au verger d'organique conduit en système intensif. C'est un objectif qui s'inscrit dans le cadre, comme je disais, d'une recherche. Et par cette occasion, je devrais remercier l'Agrotep qui a bien voulu contribuer au financement de cette recherche. Et elle est de longue haleine. Et nous avons précisément commencé par l'irrigation pour pouvoir maîtriser d'abord l'irrigation et par la suite passer à la fertilisation et aux autres techniques de conduite de l'arbre pour pouvoir mettre en place une phytotechnie qui est adaptée au verger intensif. Parce qu'un verger intensif, ce n'est pas uniquement le nombre de plants à l'hectare, mais tout le système, tout l'itinéraire technique qui s'ensuit. Alors, l'expérimentation est conduite sur un verger planté en 1995, malheureusement c'est par semis, et vous savez tous les problèmes du semis, l'hétérogénéité qui gêne un petit peu les chercheurs au point de vue homogénéité des résultats, donc c'est un problème, mais il ne faudrait pas attendre à ce qu'on ait des plants homogènes pour pouvoir commencer les travaux. Donc c'est un verger planté à 3 sur 4, 3 mètres entre plants et 4 mètres entre lignes, qui fait une densité de 830 arbres par hectare. Bien sûr, c'est un verger dont les arbres sont conduits, sont taillés pour pouvoir garder une frondaison convenable pour pouvoir exploiter la lumière et aussi l'aération. Le système d'irrigation consiste en deux rangs, équipés de goutteurs qui débitent 3,5 litres par goutteur, ce qui fait une pluviométrie de 1,75 mm par heure. Les apports d'eau testés ils sont comme suit. Nous avons commencé, faute du manque de casser conditions culturelles chez l'olivier, on est obligé de passer par la durée d'irrigation qui va être par la suite, comme vous allez le voir, qui vont être transformées en quantité d'eau et aussi en quantité par rapport à l'humidité, à la capacité au chaud. Donc les durées d'irrigation sont 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, et bien sûr le témoin sans irriguer, ce qui fait des pluviométries annuelles de 86 mm, 172 mm, 259, 343 mm. Alors ce sont des doses, comme vous le regardez ici, qui ne dépassent pas 400 mm et qui tournent autour de 259-260 mm. C'est la pluviométrie moyenne de la région. Alors on va voir le comportement de l'arganier vis-à-vis de ces pluviométries données et testées. Bien sûr, on a aussi étudié l'eau dans le sol à travers des profils hydriques et racinaires. Et bon, les résultats sur le profil racinaire ne seront pas exposés aujourd'hui. On va se limiter au profil hydrique. Et comme vous le voyez, vous avez ici le bulbe hydrique qui a une forme dans un sol lourd. Il a une forme d'une toupie ou bien d'un oignon. Les doses d'eau apportées en hauteur sur un profil de 40 cm sont de 10 pour le témoin, parce qu'il y a de l'eau dans le sol, même s'ils ne sont pas irrigués, jusqu'à 79,6 mm dans un profil de 40 cm. Ce qui donne un pourcentage de la hauteur d'eau par rapport à l'humidité, à la capacité au champ, de 9, 48, 51, 62 et 66%. Et le sol que nous avons, c'est un sol lourd, limoneux, argileux, et donc, qui possède une part de sa réserve utile par rapport à l'humidité, à la capacité au champ de 56,7%, ce qui fait, on peut dire que
les traitements T0, T1 et T2 qui sont considérés comme plus ou moins stressants entre guillemets, et les traitements T3 et T4, les arbres sont considérés dans un confort hydrique relatif. L'évolution de l'état hydrique du sol est comme suit. Comme vous le voyez, le témoin à 10 cm, la hauteur ne dépasse pas quelques pourcents, et à 40 cm, parce que comme il n'est pas irrigué, donc le sol a une réserve en eau un peu plus profonde. Les arbres traités, les arbres irrigués, bien sûr, c'est un profil effectué juste après l'arrêt des irrigations, donc 1 heure après les irrigations. On constate bien que l'eau encore en surface représente 25 à 30%, et cette évolution tend à diminuer en allant vers la profondeur, et les traitements disons stressants rejoignent le témoin, alors que les traitements T3 et T4, encore le sol garde encore de l'humidité, même à 40 cm. Alors, quel est le comportement des araignées vis-à-vis des apports d'eau d'irrigation? Les résultats sont comme suit. D'abord, sur la capacité de croissance des bourgeons axillaires. Parce qu'en arboriculture, il faut assurer aussi bien la production en fruits de cette année, et aussi la relève de la production pour l'année suivante, qui passe à travers la production de pousses. Donc, la conduite nécessite et oblige à ce qu'il y ait au niveau de l'arbre de la relève en matière de pousses. Alors, qu'est-ce que l'irrigation peut nous apporter? On a testé ceci. D'abord, on a repéré des rameaux, on a taillé, et au bout de 3 mois, après la taille, on va voir comment les rameaux taillés vont réagir en fonction des apports d'eau. Alors, les résultats sont comme suit. Premièrement, au point de vue nombre de rameaux taillés qui vont répondre aux apports d'eau. On constate que le témoin n'a pratiquement pas réagi au bout de 3 mois, mais les autres arbres irrigués ont réagi à la taille et ont stimulé la réactivation des bourgeons axillaires, ici, ce qui est en vert, pour donc donner des pousses de relève. En matière de croissance, en longueur, là aussi, le témoin, on n'a pas de pousses, mais les arbres traités montrent une stimulation en matière de croissance, et comme vous le constatez, le traitement 3 donne des résultats importants. En matière de production de fleurs, là aussi, c'est l'origine, si vous voulez, des fruits. Si on n'a pas de fleurs, on ne va pas avoir de production. Et les observations ont été faites sur 48 rameaux par traitement, et on constate que le nombre de fleurs, de boutons floraux par nœud, parce que c'est là où on peut bien comparer, c'est pas par rameau, donc montre que les arbres traités ont un nombre de fleurs supérieur au témoin, et ce nombre augmente au fur et à mesure de l'augmentation des apports d'eau. En matière de transformation de ces fleurs en fruits, matérialisées par un taux de nouaison, montre également que ce taux de nouaison augmente et sont supérieurs chez les arbres traités, les arbres irrigués, par rapport aux témoins, et cette augmentation va avec l'augmentation des doses d'irrigation. Pour ce qui est production en fruits par arbre, là, bien sûr, comme vous allez le constater, vous allez voir tout de suite que les écart-types sont grands. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une grande variabilité entre arbres. Mais au point de vue résultat global, on constate que le nombre de fleurs, le nombre de fruits par arbre augmente également en fonction des apports d'irrigation, et aussi le rendement en fruits frais, et également en fruits secs, parce que là aussi c'est l'indicateur qu'il faudrait prendre en considération, et on constate que les arbres donnent des rendements qui tournent autour de
jusqu'à 7-9 kilos par arbre en fruits secs, et les arbres irrigués donnent un rendement beaucoup plus élevé que le témoin. Pour expliquer, si vous voulez, cette amélioration au point de vue croissance végétative et production fruitière également, et donner également une explication d'ordre physiologique pour voir quel est l'effet de l'eau, nous avons pu observer et mesurer l'activité photosynthétique au niveau des feuilles grâce à un poromètre à diffusion de vapeur qui donne la conductance stomatique, qui reflète directement l'activité des stomates. Et à travers l'activité des stomates, bien sûr, l'activité photosynthétique et aussi alimentation des organes à travers donc, les photosynthétas fabriqués au niveau des feuilles. Alors, plus la conductance stomatique est faible, plus les feuilles ferment leur stomac. Donc, ce sont des observations qui ont été faites tout autour de l'arbre, sur des feuilles adultes, prélevées sur un rameau de la 2e année, donc adulte, et les mesures ont été faites depuis 8h30, donc pendant une journée, depuis 8h30 jusqu'à 18h30, à intervalle de 2 heures. Alors, les résultats sont comme suit. On constate... Si vous pouvez conclure, parce que ça fait déjà 3 quarts. Rapidement. Donc, le temps passe rapidement. Donc, on constate que l'arganier, en état de stress, ferme ses stomates pour pouvoir économiser l'eau. Ça, c'est normal, c'est connu chez l'arganier. Mais dès qu'il est irrigué, ça c'est nouveau, dès qu'il est irrigué, l'arganier ouvre ses stomates et ses feuilles sont en activité importante, ce qui se matérialise, qui se transforme par une production de matière organique et biochimique importante qui vont être drainés vers les organes actifs, à savoir les fruits et les pousses, ce qui explique une amélioration de la croissance et aussi de la productivité de l'arbre. Et encore, même à midi, au milieu de la journée, une journée claire, où les températures sont trop élevées, les voisines 30 degrés, et l'humidité est très faible, l'arganier répond encore davantage. Donc, mais quand il est irrigué, ce qui montre que l'arganier peut s'adapter encore plus et il peut exprimer encore davantage ses potentialités de production végétative et fructifère. Comme conclusion, ce tableau donne un petit peu une idée sur la variation des différents paramètres observés par rapport aux témoins, et on constate que dans la majorité ils sont positifs. Et la première des conclusions qu'on peut tirer, c'est que l'arganier exprime mieux ses potentialités de production en système de culture irrigué. Et comme deuxième remarque, et je m'arrête là, Monsieur le Président, la dose qui tourne autour de 260 mm pourrait être une dose convenable pour l'arganier pour le moment, en attendant des recherches futures qui permettraient de préciser encore davantage les besoins en eau de l'arganier, et je vous remercie. De l'IAV d'Agadir, il va nous présenter une communication intitulée « Gestion des irrigations d'appoint par thermographie », évidemment chez l'arganier. L'étude que j'ai le plaisir de partager avec vous, intitulée « Gestion des irrigations d'appoint par mesure thermique des feuilles et étude de la récupération après un stress hydrique chez les plantules d'arganier », n'est qu'une suite à tous les travaux que notre équipe a commencé depuis les années 90. Effectivement, notre cheval de bataille depuis le début était l'optimisation de la reprise des plantules d'arganier. Alors, cette optimisation de la reprise des plantules d'arganier, pour maîtriser l'optimisation de la reprise des plantules d'arganier, l'objectif était d'arriver à réussir le reboisement à base d'arganier. Et pour arriver à cet objectif, il fallait combattre deux problèmes principaux, à savoir donc le choc
à la transplantation et, d'un autre côté, les irrigations d'appoint. Pour le choc à la transplantation, on a pu le maîtriser grâce à l'optimisation des techniques de semis et d'élevage qu'on a pu développer. Quant aux irrigations d'appoint, s'ils ne sont pas apportés d'une façon optimale, bien sûr, la plante ne peut pas en profiter et peut périr. Alors, l'objectif de cette étude est justement de détecter ce stress hydrique auquel les plantules sont soumises après transplantation d'une façon simple, précise et rapide par mesure thermique. Alors, l'étude de la réirrigation, qui simule dans notre cas les irrigations d'appoint, va nous permettre de comprendre la récupération des plantules soumises à différents types de stress hydrique. Alors, pour ce faire, l'expérimentation a été menée sur des plantules âgées de 10 mois, donc issues de semis de graines qui ont été récoltées au campus d'Agadir et qui ont été élevées sous serre dans des sachets en plastique remplis de terreaux constitués à part égale de tourbe, de terreau d'arganier et de sable. Alors, le dispositif expérimental était un dispositif aléatoire complet avec 3 répétitions. L'humidité du substrat a été suivie par des pesées quotidiennes, ceci dans l'objectif d'arriver à 4 traitements, à savoir l'irrigation, et bien sûr ceci en se basant sur l'HCC, T0 irrigation à 100% HCC qui est le témoin, T1 irrigation à 50% HCC qui est le stress hydrique modéré, T2 irrigation à 25% HCC stress hydrique sévère et T3 l'irrigation à 10% HCC stress hydrique très sévère. Alors pour le témoin, le HCC a été ramené d'une façon régulière à 100%. Quant aux autres traitements, une fois le niveau de stress atteint, les mesures ont été effectuées et la réirrigation s'en est suivie. Quant au matériel qui a été utilisé, on a opté pour le matériel ACL IRGA. ACL, ça veut dire donc Analyze Chamber Leaf, et IRGA, Infrared Gas Analyzer. Alors cet appareil, c'est un appareil portatif à batterie intégrée qui est composé de 3 éléments, à savoir une canne qui aspire l'air ambiant, qui est de 3 mètres, et une partie centrale en bas qui fait les analyses, et une chambre où les feuilles sont enfermées. Les paramètres qui ont été mesurés par l'appareil LAC3 IRGA sont la photosynthèse nette, le taux de transpiration, la conductance stomatique, la température de la feuille, la température de l'air et le rayonnement photosynthétiquement actif qui est le PAF. D'autres paramètres ont également été mesurés, à savoir la RWC, Relative Water Content, qui est la teneur relative en eau et qui nous donne une idée précise sur le statut hydrique de la plante, qui est égal au poids frais moins le poids sec sur le poids de turgescence moins le poids sec multiplié par 100. L'efficience intrinsèque de l'utilisation de l'eau a également été calculée par le rapport de la photosynthèse sur la conductance stomatique. La biomasse et la surface foliaire ont également été étudiées sous stress hydrique. Alors le tableau ici résume tous les résultats qu'on a trouvés concernant tous les paramètres. D'une façon générale, tous les paramètres ont réagi négativement au stress hydrique, mais chaque paramètre a réagi différemment. D'un autre côté, après réirrigation, tous les paramètres ont réagi positivement à la réirrigation, mais là aussi, chaque paramètre a réagi différemment. On va décortiquer maintenant ce tableau et on va commencer par le premier facteur qui est paramètre, qui est la RWC. On voit que la RWC est inversement proportionnelle à l'intensité du stress hydrique. Donc, plus le stress hydrique augmente, plus RWC diminue.
Alors, bien sûr, le témoin est resté à un niveau aussi proche que 100% d'humidité, de RWC, bien sûr. Mais par contre, pour les autres traitements stressés, il a diminué de 20%, 30% et 50% pour le dernier niveau, respectivement pour le traitement 50%, 25%, 10% de HCC. Alors on remarque que le niveau de RWC obtenu au niveau le plus bas, qui est de 50%, il est relativement bas si on le compare avec les espèces isohydriques qui ferment rapidement leur stomate, qui pratiquent la stratégie de l'évitement. Et d'un autre côté, ce 50%, il est un petit peu plus élevé que les espèces qui pratiquent la stratégie de la tolérance, telle que, par exemple, le romarin. Donc, on pourrait penser que l'arganier ferme partiellement ses stomachs. Après l'irrigation, tous les traitements ont réussi à récupérer, mais la récupération a été plus lente chez le traitement le plus stressé. Effectivement, l'observation au microscope des stomates nous montre que chez le traitement le plus stressé, les stomates ont été partiellement fermés. Mais dès la réirrigation, les stomates sont grandes ouvertes, ce qui confirme ce que vient de dire M. Ismail tout à l'heure. Donc, l'activité d'échange gazeux va se faire d'une façon très importante. Passons maintenant à un autre paramètre qui est la différence TF-TA. Donc la température de la feuille moins la température de l'air. On va remarquer à partir de cette courbe comme quoi la TF-TA est proportionnelle à l'intensité du stress hydrique. Plus le stress hydrique augmente, plus TF-TA augmente. Et bien sûr, plus l'humidité dans le sol augmente, plus TF-TA va diminuer. L'équation de corrélation nous donne un R carré qui est égal à 0,98, ce qui veut dire que TF-TA est fortement corrélé à l'humidité qui se trouve dans le sol. L'équation de corrélation Y est égale à moins 0,09 X plus 3,19 obtenue bien sûr dans notre expérimentation va nous permettre de calculer d'une façon précise les apports d'eau. Ceci, en remplaçant X par TF-TA, on va obtenir l'humidité qui se trouve dans le sol. Retranché de HCC, on va avoir, bien sûr, la quantité d'eau à apporter avec exactitude. Après réirrigation, ce n'est que pour confirmer les résultats déjà prouvés. Donc, après réirrigation, bien sûr, TF-TA diminue. L'interaction entre la transpiration moyenne et la différence TF-TA en conditions de stress hydrique montre qu'il y a une relation inverse entre ces deux paramètres. Plus TF-TA diminue, plus la transpiration augmente. Et l'inverse est aussi vrai. Alors ceci peut être expliqué par la fermeture des stomates qui limite bien sûr la sortie d'H2O et par conséquent limite la compensation de chaleur par transpiration. Le taux de diminution des paramètres physiologiques, photosynthèse, conductance stomatique et la transpiration montre que la transpiration et la photosynthèse ont été les plus touchées par le stress hydrique. Alors, par contre, la conductance stomatique n'a pas été très touchée par la conductance stomatique et ceci peut être expliqué par la fermeture partielle qu'on vient de dire et la diminution des échanges gazeux. Après réhydratation, le taux de récupération a été le plus important au niveau de la conductance stomatique. Mais si on compare la transpiration et la photosynthèse, on remarque que la transpiration a moins récupéré que la photosynthèse. Et ceci peut être expliqué par la différence de coefficient de diffusion du CO2 et de l'eau dans la feuille. Ce qui, bien sûr, va augmenter l'efficience de l'utilisation de l'eau. Ceci, on va le prouver par cette courbe-là, qui nous montre qu'effectivement,
En début de stress, la RWC, qui est l'efficience de l'utilisation de l'eau, est restée assez importante, ce qui prouve qu'on voit la conductance stomatique et la photosynthèse n'ont pas réagi de la même manière. Mais après réirrigation, le taux de l'efficience de l'utilisation de l'eau n'a pas atteint le niveau de témoin. Alors, elle n'a pas atteint le niveau du témoin. Ceci peut être expliqué par la lenteur de la récupération de la photosynthèse. Alors, l'évolution de la surface moyenne montre qu'il y a eu un effet négatif sur la surface foliaire, sans tarder sur ça, et l'évolution de la biomasse sèche moyenne et du rapport R sur A montre que le stress hydrique a eu un effet négatif sur la biomasse sèche des tiges et des racines, mais il a eu un effet positif sur le rapport R sur A, et ça, c'est connu chez les espèces qui sont soumises au stress hydrique. Donc voilà l'aspect des plantules une fois stressées. Le PAR, obtenu durant toute l'expérience, était pratiquement de 877 et par conséquent, on peut dire qu'il n'a pas agi sur la biomasse et sur la photosynthèse. En conclusion, on peut dire que la différence TF-TA est un indicateur simple, rapide, fiable et précis du stress hydrique. Ces résultats sont d'une importante portée pratique, mais il est nécessaire de conduire des essais en plein air pour une éventuelle adaptation de l'équation. L'Arganier maintient une RWC assez élevée, 50% même à des niveaux très bas de la HCC, ce qui confirme l'hypothèse d'une fermeture partielle des stomates. La fermeture partielle des stomates induite par le stress hydrique a provoqué une diminution des échanges gazeux et donc une réduction des paramètres physiologiques dont la photosynthèse et par conséquent de la surface foliaire de la biomasse, mais le rapport R sur A a été positivement affecté. Et le dernier point qui est important, c'est que l'arganier ferait donc partie des espèces anisohydriques qui se caractérisent par une fermeture tardive des stomates qui a pour conséquence une déshydratation partielle des tissus et un abaissement de la RWC. Cette réduction plus lente de l'ouverture stomatique permettrait à la plante de conserver une activité photosynthétique assurant la production de métabolites nécessaires à la tolérance. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Zahri, d'avoir respecté le temps. Alors, notre dernière communication de ce matin, j'appelle Madame ou Mademoiselle Hindouche, Aïcha. Alors, la communication est intitulée « L'effet des huiles essentielles et des extraits de plantes médicinales sur un insecte ravageur qui est de l'arganier, différentiellement. La Ceratitis capitata. Évaluation de l'effet insecticide de l'huile essentielle de Vitex agnus castrus sur les adultes de la mouche méditerranéenne Ceratitis capitata. Tout d'abord, je signale que ce travail est réalisé à la Faculté des Sciences, au laboratoire de biotechnologie végétale, en collaboration avec l'Institut national de recherche agronomique d'Agadir. Et ce travail est soutenu par une bourse d'Indouro. Alors, mon exposé va s'articuler en 4 parties: introduction, matériel et méthode, résultats et discussion, et enfin conclusion. Ceratitis capitata est le ravageur le plus redoutable de la région méditerranéenne. Les forêts d'arganier constituent le réservoir naturel de cet insecte, sur lequel elle induit des diminutions de la fructification et une chute des fruits avant d'envahir les cultures fruitières et les cultures de légumes avoisinantes. La culture des agrumes est un secteur important dans la région de Ousmessa et il est très attaqué par cette mouche et les pertes estimées sur les agrumes sont très considérables. La lutte principale contre ce ravageur est la lutte chimique qui présente un grand risque pour la santé humaine et pour l'environnement.
La zone Souss-Massa abrite une diversité importante de plantes médicinales et aromatiques, et cette diversité est peu exploitée pour pallier aux problèmes phytosanitaires. Et l'objectif de ce travail est de trouver un moyen alternatif de lutte contre Ceratitis capitata par l'utilisation de l'huile essentielle de Vitex agnus castus. Ce travail préliminaire concerne également les effets d'autres plantes médicinales et aromatiques. Alors, l'aire de répartition de cératite, les études récentes basées sur des microsatellites ont prouvé que la cératite est originaire de l'Afrique du Sud et ce sont les échanges commerciaux qui ont abouti à la distribution de cet insecte dans différentes régions du globe, dans la zone méditerranéenne. Le cycle de vie de la cératite, alors la mouche femelle pond les œufs sous la peau des fruits mûrs et les œufs éclosent pour donner des larves. Les larves se nymphosent par la suite dans le sol pour donner des pupes qui donnent par la suite des adultes. Dans le monde, la cératite s'attaque à plus de 260 espèces de fruits et légumes. Au Maroc, les articles scientifiques ont signalé qu'aussi bien les fruits cultivés que sauvages sont attaqués par cet insecte. Pour les fruits cultivés, on a les agrumes, les rosacées et les figues. Les fruits sauvages, on a l'arganier, le jujubier et les eupensias. Pour les dommages causés par la cératite, on a des dommages directs et indirects. Directs par les piqûres des femelles sur les fruits, ce qui leur donne un mauvais aspect et cause ainsi la chute et la pourriture des fruits par des champignons. Pour les dommages indirects, on a les mesures de lutte prises contre ce ravageur, parce que les pays envahis par ce ravageur supportent des frais élevés pour les programmes d'éradication. Le matériel et méthode, alors le matériel végétal utilisé, c'est les feuilles de Vitex agnus castus. Cette plante est collectée dans la région de Tata et l'huile essentielle est extraite par la méthode d'hydrodistillation. Pour l'élevage des insectes, alors l'élevage est fait à partir des fruits d'arganier infestés contenant des œufs et ou des larves. Les fruits amenés des forêts d'arganier sont étalés sur une couche de sable et incubés dans des conditions déterminées. Après une semaine, on procède à un tamisage du sol pour récupérer des pupes. Et les pupes sont mises dans des cages pour donner par la suite des fruits. Pour nourrir les insectes, on prépare une solution nutritive à base d'eau, de sucre et de levure. Et on imbibe des éponges et les cératites sucent la solution nutritive à partir de ces éponges. Pour le test de l'activité insecticide, des individus adultes femelles de la cératite sont placés dans des flacons en plastique aérés contenant une solution nutritive à base d'eau distillée, de sucre, de levure et de l'huile essentielle à différentes concentrations allant de 50 à 800 ppm avec un témoin qui ne contient que l'eau distillée, le sucre et la levure. Les biotests ont été menés en 3 répétitions et un contrôle journalier a été réalisé pour déterminer le nombre des adultes morts et calculer le pourcentage de mortalité. Résultats et discussions. Après 24 heures d'exposition, on a constaté un pourcentage de mortalité croissant en fonction de la dose. Et la dose 800 ppm a donné plus de 50% de mortalité et la différence est hautement significative par rapport à un témoin non traité avec un pourcentage de mortalité de 0%. Après 48 heures d'exposition, on a constaté une augmentation par rapport aux résultats obtenus après 24 heures. La dose 100 ppm a donné 50% de mortalité par rapport à un témoin non traité avec toujours un pourcentage de mortalité de 0%. Et la dose maximale, 800 ppm, a donné 90% de mortalité.
Après 72 heures, le pourcentage de mortalité a dépassé 80% pour la majorité des doses. Alors, conclusion, il apparaît que les plantes aromatiques et médicinales recèlent en leur sein un véritable arsenal moléculaire de substances insecticides ou insectifuges capables d'induire une protection végétale. Les huiles essentielles sont des mélanges complexes de monoterpènes, cisquiterpènes et des composés phényltropanoïdes qui exercent de multiples propriétés anti-insectes comme toxiques, répulsives, ovocides et larvicides. Les huiles essentielles font l'objet d'une attention croissante comme solution alternative pour le contrôle des insectes ravageurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci, mademoiselle Hamdouche. Donc, je vais inviter les 4 intervenants pour s'installer en face de l'assistance, si vous permettez. Alors, Madame Bouzouber, Simon Sbaï, Madame Zahri et Mademoiselle Hamdouche. Donc, on va ouvrir un peu une liste. Alors, Sifala. Abidine. Chataïvit. Bibi. Sajdi. C'est bon? Il n'y a pas d'autres intervenants? Alors, Monsieur Falah, présentez s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. Dr Falah Mohamed. Que la conductance stomatique, c'est un paramètre qui permet à la plante de réagir dans des temps qui sont vraiment très très courts. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, ou peut-être c'est une erreur de ma part, vous avez choisi de mesurer la conductance stomatique sur des feuilles isolées? Je pense que peut-être j'ai mal compris. Est-ce que vous l'avez fait avec les feuilles sur l'arbre ou parce que vous avez dit sur des feuilles isolées, on a calculé la conductance stomatique? Parce que quand on arrache la feuille de la plante, elle va réagir différemment. Peut-être c'est une erreur de ma part. La deuxième question que j'ai, c'est pour la dernière demoiselle qui a fait l'exposé sur l'action des huiles essentielles sur la cératite. Est-ce que vous avez fait un calcul qui est très simple? Parce que pour un agriculteur ou pour quelqu'un qui veut faire de l'agriculture après, c'est question de bénéfice. Sur votre exemple, la dose maximale ou la dose qui a permis d'éliminer maximale, la conductance maximale, elle est maximale le matin. Or, chez vous, elle est maximale vers midi, 13h. Et ça, je n'ai pas un petit peu compris. Est-ce que l'arganier est un peu particulier par rapport à d'autres essences forestières? Donc, je ne sais pas. Parce que la conductance de stomate n'est pas liée uniquement à l'eau. Il y a la température, au déficit de pression de vapeur, l'humidité, au vent, à la rivière. Il y a un certain nombre de facteurs qui contrôlent le fonctionnement des stomachs. Et généralement, c'est le matin qu'il est maximal. Deuxième petite question par rapport à mademoiselle, donc le thème sur l'irrigation de l'arganier, l'effet de stress. C'est toujours, j'aurais préféré que l'évaluation de l'effet de stress soit faite par la mesure du potentiel hydrique. Je ne sais pas si vous avez pu mesurer ça. Et puis, j'ai une petite, je ne sais pas, pour le concept d'humidité et la capacité au champ. Je pense que lorsqu'on travaille sur des substrats artificiels dans des sachets,
Il s'agirait plutôt de l'humidité équivalente. Parce que la capacité au champ, c'est dans la nature. Voilà. Merci. Merci, monsieur Abidine. Donc, monsieur Bahamon. Merci, bonjour, docteur Boukal Barbeau, je suis chercheur industriel. J'ai deux questions pour madame Bozouba et monsieur Ismaël. Vous avez montré que l'effet de croissance est très important pour l'établissement de l'Arganie. Vous avez montré aussi que la taille est un facteur important pour l'organiculture. Il y a plus de 25 ans, les manchons de protection ont été utilisés et je suis étonné de ne pas voir cette technique fort utilisée. Elle a été démontrée ici au Maroc sur l'Arganie depuis 25 ans, entre par professeur Fala et d'autres, des autorités dans le domaine. Donc ça c'est ma première question. Comment expliquez-vous qu'on ne voit pas cette technique? La deuxième question, c'est dans la deuxième présentation de Ben Ismaël, on voit l'arbre bien formé avec un tronc et le houppier. Comment on est arrivé à cette forme? Parce que c'est très important pour le concept Arganie verger. Merci. Merci. Physico-chimique pour les huiles. Je voulais savoir les échantillons sur lesquels vous avez travaillé. Est-ce que vous les avez... comment vous avez fait pour s'en procurer? Est-ce que c'est des fruits que vous avez transformés vous-même ou vous avez acheté des échantillons d'huile? Parce qu'on sait que le mode de traitement peut influencer aussi les caractéristiques physico-chimiques des huiles. Ma deuxième question pour M. Ismaël. Alors, parmi les résultats que vous avez présentés sur le paramètre croissance végétative, alors, un résultat qui m'a un peu surpris, c'est que le traitement numéro 3, il donnait le meilleur croissance végétative. Bien meilleur que le traitement numéro 4 qui reçoit plus d'eau. Alors, comment vous expliquez ce décalage entre le traitement 3 et le traitement 4 en matière de croissance végétative? Merci. C'est Zahidi. C'est Chabeli, donc c'est Zahidi. Pour le test numéro 4, je ne me suis pas trompé. Bon, vous avez évoqué un chiffre de 7,4 kg par heure. Bon, mais en comparaison à d'autres travaux, dans le champ, on peut arriver à 90 kg par heure. Bon, comment vous pouvez expliquer cette différence qui est très énorme? Est-ce que c'est lié au choix du matériel de départ ou bien c'est lié à autre facteur? J'ai la deuxième question pour mademoiselle Hamdouche. Bon, vous avez travaillé sur les femelles, les femelles de cératite. Bon, mais vous avez trouvé quelques résultats que les huiles essentielles peuvent induire une mortalité chez les femelles. Ma question, c'est comment, si on passe du laboratoire à l'application dans le champ, donc, comment on peut arriver à appliquer le produit que vous avez trouvé dans le champ pour avoir une certaine mortalité? Parce que jusqu'à présent, le produit très utilisé par les agriculteurs, qui est conseillé par l'ANSA, le Ceratrap, donc même si on utilise ce produit-là, donc les attaques continuent et on a des dégâts qui sont très importants dans le champ. Je viens juste de visiter la semaine dernière un verger, il y a toujours un problème de cératite. Bon. C'est le mode d'application de ce produit-là, après, dans le champ. Merci. Et je rejoins la question de M. Fella. Merci, Sébastien. Vous l'avez bien signalé, votre verger, il est issu de semences et donc on a probablement une grande diversité génétique. Et, le fait que vous avez
mesurer la conductance stomatique et la corréler directement à la photosynthèse, ça pose un peu de problème des risques, puisqu'on sait maintenant que ce n'est pas un caractère très discriminant donc en matière d'efficience d'utilisation de l'eau, puisque la conductance mésophilienne entre en jeu. On peut avoir des arbres qui ferment tôt leur stomate, mais dont l'efficacité d'assimilation de carbone mésophilien, c'est-à-dire le passage, est très efficace, et donc on pourrait y expliquer par ça. C'est pour ça que peut-être que entre le traitement 3 et 4 qui a été signalé, on pourrait avoir une explication génétique plutôt qu'une explication par l'irrigation elle-même. La deuxième question pour Mme Zahiri Sabah, qui a utilisé, je pense, 50% de tout, des sables et des taureaux forestiers. En fait, je suis là devant 3 inconnus. La tourbe, il a plusieurs origines. Les sables, on n'en parle pas. Et le terreau forestier, c'est un mot qui ne veut absolument rien dire. Et dans la composition du substrat, on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'on a. Et dans la composition, là, on n'a pas un substrat standard qui nous permet de... Peut-être que la composition que vous avez utilisée pourrait se détériorer facilement dans le temps et qu'on aurait peut-être des explications aussi par la détérioration du substrat et non pas aussi par l'efficacité ou non de l'irrigation. Mais c'est juste des remarques parce que parfois on fait avec ce qu'on a. Merci. Merci. Et une petite question de Mademoiselle Hamdouche qui prépare sa thèse. La première recommandation, et je commencerai d'abord pour remercier le partage de tous les orateurs de cette session, à joindre avec ceux de la session précédente. Et dire, pour ma première recommandation, il y a de l'acquis. Il y a des choses qui ont été faites de part et d'autre. Et j'aimerais bien qu'on fasse une synthèse. Et pour booster un petit peu la collaboration entre les différents intervenants dans ce cadre, on en a besoin pour, disons, l'installation, la conception de verger. Donc il y a du travail de part et d'autre, il va falloir collaborer, partager les expériences, et nous avons au niveau national besoin d'une synthèse claire et nette qui nous permettra d'orienter les travaux futurs et les compléter. Ça, c'est ma première recommandation. Ma seconde, j'aimerais bien qu'on précise notre lexique concernant, donc en fait, stress abiotique et stress biotique. Le stress biotique a été illustré par le travail de Mademoiselle Hamdouche. Et donc en fait, et quand on parle de stress, bon, je ne m'adresse pas à elle, donc j'allais faire la réaction depuis tout à l'heure. Quand on parle de stress biotique, on parle de résistance. Et donc en fait, parce que c'est un organisme qui agresse la plante, donc en fait, et quand on parlera de stress abiotique, j'aimerais bien que ce soit clair et qu'on parle tous de tolérance et non pas de résistance. On parlera de tolérance à la salinité, à la température, parce que derrière tout cela, quand on parle de tolérance ou quand on parle de résistance, les mécanismes ne sont pas les mêmes. Alors, et je viens pour terminer à Mademoiselle Hamdouche, je la félicite pour le travail. Peut-être qu'il faut, à mon avis, il va falloir un petit peu cibler, focaliser. Bon, vous avez entendu les questions qui ont été posées par mes collègues, et je suis tout à fait d'accord avec eux sur le travail. Est-ce qu'il ne faudrait pas focaliser sur la lutte post-récolte plutôt que de parler de traitement, parce que c'est inconcevable. Donc en fait, et vu votre dispositif, vous mettez une éponge dans laquelle il y a les huiles essentielles et que l'insecte adulte va sucer, et donc en fait, vous arrivez à des taux de mortalité qui sont très importants en fonction du temps. C'est vraiment très encourageant. Mais au lieu de parler de la lutte, de la contre, on a regardé parler de post-récolte pour l'instant, parce que la lutte sur le champ avec les huiles essentielles, c'est peut-être inconcevable. Alors aussi, ma recommandation, vous avez pas essayé, je ne sais pas, je pose la question, est-ce que vous avez essayé de voir l'effet sur la pupe? Et donc en fait, le développement de l'insecte, ça peut être aussi un volet intéressant.
votre travail reste intéressant, mademoiselle. Je vous encourage à y aller. Et plutôt, je demande à vos encadrants de focaliser, de bien orienter le travail. Merci. Monsieur Boursi. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à féliciter les intervenants de la qualité de leurs travaux. Et puis, j'ajoute à ça que je ne suis pas spécialiste, mais j'ai appris beaucoup. Sauf que j'ai remarqué une chose, qu'il y a beaucoup de redondance. Je crois que nous avons commencé depuis fort longtemps à travailler sur l'Argalier et on est éparpillé. Rien qu'à Agadir, il y a plein de travaux qui sont en redondance. Moi, je recommande à ce qu'il y ait un réseau et je suggère au rapporteur de le mettre en A. Je crois que c'est les Marocains, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas au niveau, ils sont si intelligents, ils sont forts, ils peuvent s'investir, mais nous devons être organisés. Il est temps, autrement, on va laisser les produits autres que l'Argalier se volatiliser comme de l'alcool, à l'air libre. Donc, personnellement, j'invite à ce qu'on trousse les manches et on se regroupe et on s'entend bien et on forme des équipes multidisciplinaires. Pourquoi? Je cite au hasard comme ça. Il n'y a pas de socio-économie ici, dans tous ces travaux. Il y a beaucoup d'énergie investie. Et je ne dirais pas combien d'argent, mais un bilan économique, nullement, je l'ai vu. Donc c'est très intéressant. Supposez qu'un industriel ici s'intéresse, il peut s'investir. Il n'y aura pas de plan demain pour investir 2 milliards de dollars en quelque chose. C'est pour les cibler des questions pour les... C'est pour les trois. Madame Zakia, Madame et M. Ismaël. Donc ce qui fait, c'est un peu, on est dans la sélection. Qu'est-ce qu'on sélectionne là? Donc si je prends par exemple rien que le stress hydrique, il faut le comparer pas à un témoin sur l'âne, mais à la réalité. Suivre sur le champ, sur les montagnes, un peu donner en équivalence ce qu'on a comme argent, comme salaire, puis tout ça. Il faut aller rendre l'impôt à ce pays tant riche, tant beau qu'il est. Donc, les gens passent. Pour ce qui est des huiles essentielles, je remercie la jeune là qui a le courage d'entrer dans un domaine qui est si complexe et plus complexe qu'on l'imagine. Mais je ne mettrai pas ma main au feu pour lui conseiller une application au champ parce que rien qu'un petit avion pour pulvériser, ça va coûter les yeux de la tête. Alors on n'a même pas valorisé notre produit pour l'évaluer parce qu'il fait à Montréal 8000 dirhams peut-être, à Berlin 5000 dirhams le litre et ici avec 200 dirhams et tout ça, tu veux faire acheter des avions puis traiter. Il faut tout d'abord mettre le pas. Le premier pas, c'est-à-dire il faut serrer la corde et puis notre patrimoine marocain qui reste marocain, il ne doit pas partir. Il y a des intermédiaires qui s'enrichissent et les femmes qui font, si vous voulez, le concassage, ils ont tous les doigts endommagés, là. Il ne leur revient rien. Donc il faut, je crois, qu'on saisisse cette journée ou bien ce congrès pour aller de l'avant. Donc, je le dis parce qu'il y a une table ronde. Oui. Tout ce que vous avez... Je finis tout de suite. Je finis tout de suite parce que c'est intéressant. Quand c'est intéressant, ça gêne un peu, mais c'est pas grave. Donc, les huiles essentielles... hors sujet par rapport à notre sujet. Les huiles essentielles... Les huiles essentielles. Rien que dans la chaîne alimentaire, pour le goût, pour la saveur, oublie la lutte, là. Au monde... Il y a les pays développés qui ont investi des milliards et des milliards de dollars dans le chiffre d'affaires de la recherche. Donc, merci beaucoup. Merci. Scientifique, parce que ça revient en fait à utiliser des molécules. En fait, quand vous avez parlé des phénylpropanoïdes qui sont des composés phénoliques, et ça revient à un traitement chimique après, parce que vous avez isolé des molécules ou même utilisé un ensemble de molécules. Et ceci dit qu'on aura
le problème le plus déterminant dans le cas des insecticides, enfin le plus néfaste, c'est la pression sélective. Parce que quelque chose qui exerce un effet directement sur un pathogène ou un insecte ravageur, ça revient à exercer une pression sélective qui fait apparaître des races résistantes. Donc ça revient au même. Donc voilà une réflexion. Donc je vais donner la parole à Sidi Ben Ismail. Après, vous avez une question? Une intervention. Si vous permettez, après. C'est juste un éclaircissement. Mais un éclaircissement, vous pouvez répondre s'il y a un certain nombre d'interrogations qui sont soulevées. C'est à propos des huiles essentielles. Oui, donc vous répondez après. Il y a beaucoup de choses erronées qui ont été dites, donc je voulais juste recadrer. Merci, Monsieur le Président. Les noms, mais je vais répondre aux questions et chacun va savoir la question posée. La première question, Sibana, ce ne sont pas des feuilles isolées, mais ce sont des feuilles encore curables. La question de la pluviométrie, bien sûr, nous avons comptabilisé la pluviométrie. Il est de 126 mm par an, l'année de recherche, mais c'est une pluviométrie naturelle qu'on ne peut pas contrôler, et elle est appliquée pour tous les traitements. Donc, tous les traitements sont homogènes vis-à-vis de la pluviométrie naturelle. Pour ce qui est de la conductance stomatique, c'est vrai, il y a beaucoup de paramètres qui influent, c'est très très sensible. Dans le travail manuscrit, vous avez la possibilité de lire les conditions. Ici, je n'ai pas l'occasion de les mentionner, mais ce n'est pas grave. Mais ce qui a été constaté, c'est que le matin, comme l'éclairement, qui est un facteur important, il n'est pas encore, les feuilles ne sont pas encore éclairées à 100%, mais à midi, l'éclairement est à 100%. Donc l'activité photosynthétique augmente et par conséquent, la conductance stomatique, l'organisme répond positivement, pas en fonction des conditions externes, mais beaucoup plus en réponse aux apports d'eau. C'est pour cela que j'ai dit que l'organisme répond mieux aux irrigations. Il est là et il n'attend que l'irrigation pour exprimer encore ses potentialités de production à travers l'activité photosynthétique. Pour ce qui est l'HCC, bien sûr, c'est un paramètre qui se détermine au laboratoire. Et on a fait donc les analyses au laboratoire et nous avons trouvé que l'humidité à la capacité de notre champ dans notre sol est de 120 mm. Pour ce qui concerne la taille et la croissance, nous avons appliqué pour cet essai la taille juste pour libérer les bourgeons axillaires de leur inhibition corrélative pour pouvoir s'exprimer. Et alors, ce qui nous a beaucoup impressionné, c'est la réponse différente, la réponse différente en fonction des traitements. Donc, les arbres traités différemment s'expriment mieux vis-à-vis de la croissance. C'est pas parce qu'on a taillé, mais c'est parce que les bourgeons ont été libérés et ils s'expriment mieux à travers les apports d'eau d'irrigation. La taille n'est qu'un traitement qui permettrait de lever la dominance apicale. Pour ce qui est manchon, pourquoi ils ne sont pas utilisés? Je pense que là, il a beaucoup travaillé sur les manchons et il a beaucoup de résultats là-dessus. Pourquoi ils ne s'appliquent pas ou ils ne s'utilisent pas? Il y a beaucoup de considérations et probablement vous pouvez contacter Sibala qui va vous donner plus d'amples compléments d'information. Mais pour donc lier ceci avec la formation de l'arbre, je ne sais pas qui a posé la question, avec un tronc, bien sûr c'est une formation dès le jeune âge. Dès 1995, on a taillé pour pouvoir former un tronc individuel parce que c'est un verger intense à 830 plants à l'hectare et on n'a pas le droit de laisser l'arbre se développer à l'état anarchique.
Donc ils sont conduits comme un arbre fruitier, par exemple l'olive, avec un tronc et la taille aussi de la frondaison, pour garder une frondaison convenable pour éviter le chevauchement des arbres entre eux. Et ceci va nous ramener à une question de Cizahidi sur la question de la production. Effectivement, 7,4 kg par arbre chez nos arbres qui sont conduits, taillés, avec une frondaison très ramassée, par rapport à un arbre dans la nature où il est grand, bien sûr il va produire, mais on ne peut pas le concevoir avec une densité de 833 plants par hectare. Et là, si vous multipliez les 7 kg par arbre pour une densité de plantation de 833, vous allez avoir 6 tonnes par hectare. Donc loin de 150 kg par hectare que j'avais exposé. Pour ce qui est une question sur la croissance végétative des pousses chez les arbres en T3 par rapport aux arbres T4, effectivement, c'est un résultat, mais qu'on peut expliquer par plusieurs choses, à savoir l'hétérogénéité entre plants. L'exposé de cet après-midi, si vous assistez à cet exposé, va montrer une grande différence entre l'architecture de l'arbre à travers son modèle de ramification. Chaque arbre a un modèle de ramification, ce qui donne par la suite probablement des différences entre traitements. Ça, on n'y peut rien, parce que, comme j'avais précisé au départ, nous travaillons sur des arbres issus de semis, et comme vous le savez, la variété génétique est très importante. L'âge des vergers. L'âge, c'est monté en 95, ça fait maintenant 18 ans. 18 ans. Juste, je vais terminer par rapport à la question. Est-ce que ce n'est pas parce que l'Afghanie ne tenait pas un excès d'eau? Le traitement T5 ou la T4 est un peu excessif. Oui. Les doses, ils sont excessives, vous dites? Vous dites que les doses, ils sont... Les doses supérieures, T5. Oui, si vous avez remarqué, il y a des paramètres mesurés qui chutent quand on passe à une dose supérieure. C'est pour ça que j'ai limité, pour l'instant, la dose entre 260 mm par an. Parce que, juste pour informer les collègues, chez le cèdre de l'Atlas, on observe la même chose. Quand la dose d'eau excessive, la croissance est réduite. Bien sûr, bien sûr. Il y a un phénomène d'asphyxiation. En premier lieu, c'est, donc si vous voulez éclaircir, c'est Mokhtarel, apparemment il a un complément, un petit complément. J'espère que j'ai répondu, s'il y a encore des éclaircissements. Oui, exactement. Oui. Non, les 260 n'incluent pas les doses. Mais j'ai répondu à la question, parce que la pluviométrie, elle est la même pour tous les traitements. S'il vous plaît, je suis, disons, proche de Sim Ismail, donc j'ai peut-être le droit de dire quelques mots. Alors, une chose, moi aussi j'étais étonné pour ce qui est de conductance stomatique, mais une chose, personnellement, je conseille à mes étudiants, il ne faut pas se fier à ces instruments. J'ai assisté à plusieurs thèses avec ces Shkurla, ces Fadal, les travaux qui sont effectués sur le stress. Si vous voulez avoir des mesures sur l'irrigation, utilisez d'autres méthodes, peut-être juste pondérales, et vous aurez des résultats extraordinaires. Les mesures qui sont faites par le poromètre, ils sont très, très critiquables. Les instruments sont très chers. L'IRGA, par exemple, l'infrared galvanizer, c'est un instrument qui est très, très cher. Mais il est utilisé aux États-Unis pour des trucs instantanés. Et c'est là où vous prenez la mesure, vous pouvez dire ce que vous pouvez faire avec la mesure. Les mesures qui sont faites là, moi je suis tout à fait d'accord, les résultats de Sim Ismail, les conduites stomatiques s'élèvent, bien sûr c'est normal, les ouvertures de stomates avec l'irrigation, ça se comprend. Mais juste, là, je me suis posé la question, est-ce que c'était pas seulement peut-être une inversion au lieu qu'il porte. Enfin, avec la figure, c'est vrai, il y avait la fermeture le matin, que c'est pas normal. Ce que je me suis dit, peut-être c'est 1 sur
C'est l'inverse, on le fait, c'est la résidence stomatique, c'est pas la conductance. Mais là, c'est à lui de vérifier. Il ne va pas se tromper, je le connais. Et la deuxième chose, pour ce qui est de l'irrigation témoin T3, T4, alors moi j'ai fait un autre essai qui n'est pas inclus avec Sim Ismail dans le travail, c'est que l'Arganier ne supporte pas trop l'irrigation. Notre cher directeur, cher Hafedi, qui était au niveau de l'agrothèque au départ, il avait planté des arganiers près de l'agrothèque. Il a mis le goutte à goutte juste à côté des plantes. On a perdu tous les plants. On a fait une autre plantation, des lignes, la même chose. Alors, une fois, il y avait des plants pour lesquels l'irrigation était un peu espacée, ils ont survécu. Vous avez un excès d'irrigation, vous perdez les plants. Vous avez une réduction trop importante d'irrigation, vous perdez encore le temps. Donc il faut un minimum de 50 à 3 mètres de distance. Ça c'est pour les petits plants bien sûr. Mais bien sûr, c'est une question auquel il faut faire des recherches sur quelle est la dose maximale, optimale. Et donc il y a l'optimum, le maximum et le minimum aussi, c'est des choses. Voilà, c'est principalement ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Rapidement. En ce qui concerne les stomates chez l'arganier, il faut dire que leur positionnement, c'est dans la face inférieure. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, les stomates ne sont jamais exposés à 100% au rayonnement ou bien à la température. C'est uniquement la face inférieure. Ça d'une part, d'une autre part, ça peut expliquer le pourquoi des ouvertures partielles ou bien des fermetures partielles. Et là, l'arganier, il est comme, dans ce cas, il se comporte comme le caroubier. Lui aussi, il a des stomates sur la face inférieure. Ça d'une part. D'une autre part, à l'INRA, nous avons des travaux qui ont été faits sur le stress hydrique sur des plantules d'arganier, allant de 100% de capacité au champ, 60%, 30% et 10%. Nous avons trouvé que 100% c'était néfaste et que 60% c'était une très très bonne croissance avec le plan qui était rigoureux et en vigueur et tout. C'est-à-dire que l'arganier ne supporte pas beaucoup d'eau comme ça a été montré par plusieurs autres. Ça d'une part, je reprends mes questions. Alors j'ai deux questions. La première, j'ai deux questions, une de vous et une de vous ici. Donc la première, c'est en ce qui concerne la taille sur le verger. Le verger de monsieur Ismail Aliavé, c'est un verger de 800 plants par hectare avec la dose, avec disons un écartement entre les plants de 3-4 mètres. Le verger de l'INRA, c'est 210 plants à l'hectare avec un écartement de 6 à 7 mètres, de 6-7 mètres. Nous avons fait pour cela, c'était une façon prévisionnelle pour donner la forme, la frondaison de l'arganier comme elle se doit, avec un système intensif. Nous n'avons pas encore commencé la taille, ni de formation, ni de fructification. Nous avons trouvé que nous avons des plants jusqu'à 35%, et c'était un verger à partir de semis. Nous avons 35% qui ont fructifié au début de la 3e année au champ. Ils ont passé 1 an et demi en pépinière. Nous les avons plantés à l'âge de 14 mois et de 18 mois. Et nous avons eu 100% presque 100, entre 95 et 100% de réussite de transplantation. Et nous n'avons pas encore de problème sur cette question de taille. C'est-à-dire que l'arbre, il grandit et nous voulons l'avoir, son comportement. Nous sommes en train de mesurer son comportement, disons, en verger oléicole. Alors la deuxième question, c'était Dijon, là qui dit quelles sont les conditions, c'est vrai, c'était la domestication de l'arganier, c'est un grand champ. Et pour les conditions d'analyse, que ce soit moi et mes étudiants, nous sortons tous sur le terrain. J'ai précisé mes sites de collecte. Ils vont des Souala au nord jusqu'à Vilmim et Memphis au sud. Et c'est un minimum de 8 plants, de 8 écotypes par site. Ça, c'est jusqu'à 2 fois l'an. C'est-à-dire pour voir l'effet de la date de collecte, ainsi de suite. Et les huiles que nous avons obtenues, c'était là, ce que j'ai présenté, c'était
c'était des arganiers précoces. Qu'au mois de mars, ils ont une fructification qu'on avait pu extraire de l'huile de ces fruits-là. Et la qualité l'huile a été considérée comme un sérum, non pas comme une huile. L'extraction, elle a été faite à l'exhale. Les grains sont collectés, ils sont mis à sécher, disons, à l'ombre, puis dépulpés, ainsi de suite, pour prendre le pourcentage de chaque chose. Et ils étaient concassés à la main et tout par les étudiants. Et nous avons fait des extractions à l'exhale et nous avons eu des huiles extrêmement intéressantes. Sauf que ce qui est très très important aussi, non pas la qualité de l'huile, parce que la vous avez déjà répondu directement à la question. Nous avons eu, disons, des quantités différentes. Et depuis que nous avons commencé à travailler sur l'arganerie, on travaillait sur des arbres individuels. Madame Bouzeba, vous avez déjà répondu à la question. Merci. Merci. Je vous remercie pour votre intérêt. Moi, j'avais que 3 questions qui m'étaient adressées. Donc, la première question concernant le substrat. Le substrat que nous avons choisi n'a pas été choisi au hasard. On a fait plusieurs recherches sur le substrat. On a déjà fait des publications, vous pouvez les consulter. Mais juste pour vous dire, comme quoi, déjà, on n'avait pas utilisé 50%. J'ai dit, on a utilisé un substrat constitué à part égale de, 3. Donc, un tiers. Donc, tourbe noire, sable qui provient de la rivière, et le terreau d'arganier. Donc l'objectif, la tourbe noire, c'était pour, bien sûr, la rétention d'eau, le sable pour l'aération, et le substrat d'arganier pour les éléments nutritifs. Et donc, ce que je veux dire, qu'on a essayé plusieurs substrats, mais on a trouvé que presque, avec les doses qu'on avait essayées, on a trouvé presque le même résultat. Donc on a choisi le moins cher. Donc c'était pour nous une évidence. Deuxième question, je pense pour le potentiel hydrique. Alors pour le potentiel hydrique, on a utilisé la RWC qui nous donne une idée sur le statut hydrique de la plante, qui peut remplacer parfaitement les données données par le potentiel hydrique. On aurait pu le faire, mais ça aurait été un plus. Il y a beaucoup de cuisine. Ouais. Alors, pour la troisième question, l'HCC, l'HCC, elle est calculée au laboratoire. C'est l'humidité qui va... Je reviens vers... Un petit mot en relation avec ce qu'a dit Mme D'accord, rapidement. S'il vous plaît. Moi, je vois que Mme Zahri a travaillé aussi avec le sable de la rivière. Le sable de la rivière, c'est un élément très très important vu sa richesse en silicium. Et le silicium, c'est un élément qui est fortement impliqué dans la retention de l'eau dans la plante. Et ça, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est une technologie que je recommande aux gens qui vont faire de l'organiculture. Raisonner en fait l'utilisation des huiles essentielles, parce que vous dites, par exemple, qu'on va gaspiller peut-être beaucoup de plantes, beaucoup de matériel végétal pour synthétiser, pour produire un peu d'huile essentielle qu'on va utiliser pour traiter de grandes surfaces d'arganier ou de grandes surfaces de verger. C'est ce que vous dites, M. Bala. Non, c'est juste la question rapport qualité et économie, c'est ça, mais c'est pas ça. Les plantes, ça pousse, hein. Même si vous les coupez, ça va pousser. C'est après. Comment? J'ai pas compris la question. Répondez comme vous voulez. D'accord. Donc en fait, les plantes avec lesquelles on travaille, c'est pas toujours n'importe quelle plante. C'est-à-dire qu'on c'est en raison sur le rendement de l'huile essentielle. C'est-à-dire qu'on teste les plantes, s'ils nous donnent un bon rendement, alors on travaille avec. Pour la Vitex Agnus Cassius, elle donne un bon rendement. C'est pour 1 gramme, pour 100 grammes de plantes, ça nous donne à peu près 1 ml de l'huile essentielle. Donc, le moyen peut être adapté pas seulement aux forêts d'arganier, mais d'autres vergers, pas seulement les forêts d'arganier. Et en plus, un ppm, c'est 1 mg par litre, donc ce sont des quantités minimes de l'huile essentielle. Pour M. Zahidi, le mode d'application de l'huile essentielle. Alors, on utilise en fait l'huile essentielle avec une protéine attractive
qui va attracter les femelles parce qu'ils ont besoin des protéines pour leur maturité. Et dans les cages, on met l'huile essentielle avec une protéine qui va attracter les femelles qui vont se nourrir de l'huile essentielle et qui va s'accumuler pour donner un effet toxique pour l'insecte. Il faut se focaliser sur la lutte post-récolte. Alors, pour la cératite, en post-récolte, les fruits sont déjà blessés. Donc, pour la cératite, on doit appliquer l'huile essentielle dans les vergers. Alors, est-ce qu'on a essayé l'effet sur la pupe? Non. Pas encore. Alors, vous venez d'ouvrir une piste qui est la conception de pièges, donc à insectes au lieu de pulvérisation. Non, on ne pense pas en fait à pulvériser l'huile essentielle sur les vergers. C'est dans des pièges. Pour la sélection des mouches. Alors pour les insecticides, ça donne toujours le problème de résidus, le problème des problèmes pour la santé humaine et pour l'environnement. Pour les huiles essentielles, ce sont toujours des produits bio, donc naturels. Ça ne peut pas être nocif, pas comme les insecticides. Pour les mouches qui deviennent résistantes, alors il faut toujours chercher d'autres molécules, donc chercher d'autres plantes et augmenter toujours la dose. Merci. Donc je pense donner la parole à Madame Idrissi pour un complément de réponse. Les essentiels ne sont pas des produits chimiques. Ils n'ont pas de rémanence. Ils sont biodégradables. Ils s'évaporent dans la seconde. Donc vous ne pouvez pas parler de l'huile essentielle produit chimique. Ça, je ne pense pas que c'est adapté. Ensuite, il ne s'agit pas d'utiliser des litres. Les huiles essentielles sont efficaces aux doses de ppm, 10-6. Donc très peu. Ensuite, pour la méthodologie, c'est une méthodologie de piège. Quelqu'un a parlé de pulvérisation par avion, ça c'est de la science-fiction. Hein, ce sont des pièges. Les huiles essentielles sont déposées à quelques gouttes sur des éponges où il y a un attractif. Et on peut faire ça sur les vergers d'arganier comme on peut faire ça sur les vergers d'argan. Le travail, c'est un travail préliminaire, il est en route et les perspectives sont immenses.